C'est parti, le hors-série Linkin Park. Oui. Wouhou! Yeah Allez, allez, c'est le moment où on fait un tour. Salut, moi c'est Louis, pronom Yael Hill, et j'ai connu Linkin Park quand j'avais genre 16-17 ans. Tu passes le bâton de parole. Ah, faut que je passe à quelqu'un? Bah vas-y Charlie. Regardez, sinon on va tous nous regarder à travers nos caméras là. C'est ça. Donc moi c'est Charlie, pronom Hill. À peu près comme Louis, j'écoute Linkin Park depuis peut-être un peu avant, genre quand j'avais 14-15 ans je pense. Je passe le bâton de parole à Mike. Eh ben, je m'appelle Mike, c'est toujours elle côté pronom, et j'écoute Linkin Park depuis que j'ai peut-être 19-20 ans, un truc comme ça. Et je vais passer je vais t'en mettre un coup de bâton, tu vas voir. Des promesses. Je note. Et ben, je passe le bâton à Pau. Merci. Donc moi c'est Pau. Pronom, je sais pas très bien, mais les accords neutres et épicène s'il vous plaît. Et puis j'écoute Linkin Park depuis que j'ai 15 ans, parce que je pouvais pas écouter plus quand j'étais plus jeune. Et je vais passer le bâton de parole à Anne. Coucou, alors moi c'est Anne, pronom elle et accord féminin. Et bah, moi aussi j'écoute Linkin Park depuis que j'ai 16 ans, je crois. Et il me semble qu'il ne reste plus qu'à passer le bâton à Jenna. Oui. Je m'appelle Jenna, pronom elle, accord féminin. J'ai du mal à dater quand j'ai écouté ou pas Linkin Park. Parce que de manière certaine, j'en ai écouté beaucoup ponctuellement en 2008. Mais pas beaucoup avant et pas beaucoup après. Et on rentrera dans le détail après. Pardon, donc j'avais 30 ans. Mince, vous connaissez mon âge. Oh non, quel âge t'as? Fuck. Je suis vieille. Ah, pas encore. Voilà, cet épisode, il est né d'une discussion où on s'est rendu compte que on avait très envie de parler d'une chanson ou d'une autre chanson de Linkin Park, et que finalement il y avait assez pour faire un épisode entier. Et on avait le choix de saupoudrer tous les épisodes jusqu'à la fin d'un podcast trans, ou juste se concentrer sur celui-là. Et comme ça, on va pouvoir peut-être sortir ça de notre système un peu. C'est pour éviter que vous en entendiez parler jusqu'à la fin de vos jours, quoi. C'est pas le bon. Mais c'est pas le bon. c'est pas une garantie. Ouais. Non, Est-ce qu'on commencerait par toi, Charlie? Oui. Oui, bonjour. Moi, je vais parler d'une chanson. Vous allez voir, après, ça va être dans l'ordre chronologique, mais moi, je voudrais passer avant parce que sinon, après, je suis plus assez en forme. Donc, je vais parler de Shadow of the Day de Linkin Park. Et en plus, vous allez voir, ça va être extrêmement rapide puisqu'il y a 2 couplets, que dans les 2 couplets, il y a 2 phrases et que le reste, c'est du refrain. Donc, on va voir ça rapidement ensemble. Du coup, Shadow of the Day qui est sorti en 2007, si je ne me trompe pas. Et où globalement ça parle du crépuscule et comme régulièrement dans les chansons de Chester de mon cœur, eh bien ça parle du crépuscule de la vie en plus de parler du crépuscule du jour. Donc voilà, c'est une chanson dans laquelle le personnage principal ferme les volets et s'avance vers l'horizon sur lequel le soleil se couche et se fait recouvrir par l'ombre de la vie. Et en fait, j'ai juste pas grand-chose d'objectif à dire sur cette chanson. Je vais juste dire que je la trouve extrêmement belle, que je pense que c'est une de leurs plus belles chansons ever, que la première fois que je l'ai entendue, je pense que je l'ai réécoutée 4, 5, 6, 20 fois d'affilée, comme régulièrement avec ce type de chanson-là, parce que tout parle. C'est toujours très poétique, c'est métaphorique, mais en fait tout parle très précisément d'un ressenti que moi j'ai eu, qu'on est nombreux à avoir sur comment ça se passe quand on n'a plus envie d'être là. Voilà.
je sais pas si on le dit, mais un thème Linkin Park en termes de podcast, ça promet pas un épisode hyper joyeux non plus, hein, donc Ouais, on peut peut-être dire trigger warning. voilà. Trigger warning Linkin Park en fait. Trigger warning, suicide, envie suicidaire, tout ça. Et on pourrait avoir une lecture croisée, puisque c'est ce qu'on fait dans ce podcast, donc j'essaie d'avoir une lecture croisée trans et maladie mentale de cette chanson, et qui vient assez naturellement en fait dès les premières phrases du premier couplet, où donc le personnage ferme les fenêtres, il ferme les volets, et puis en fait non, la solution elle est pas aussi simple, on peut pas simplement fermer la fenêtre, fermer les volets, et les choses n'existent plus, l'extérieur n'existe plus, même quand on ferme les volets, l'extérieur continue d'exister, et ici on peut peut-être se dire que c'est cette envie pressante qu'on peut percevoir à l'extérieur de soi pendant un temps de soit de mourir, soit de changer de corps, de changer de genre, de changer de quoi que ce soit, de changer de vie, et fermer les yeux là-dessus, ça sert juste à rien, et ça fait pas que que la nuit ne tombe pas à l'extérieur et qu'on va y échapper. Donc comme tout le monde, on est soumis et soumise au cycle de la lune et du soleil, et c'est ça que raconte pour moi Shadow of the Day. Voilà. Ça commence bien, hein. Oui, c'est vrai. C'est beau. J'aime bien le dans le refrain, le The sun will set for you. Tu sais, un peu ce truc de s'adresser à quelqu'un d'autre, de dire pour toi le soleil il va se lever. C'est ça, non? Attends, je le traduis mal. Non, the sun will set for you, c'est le soleil il va se coucher. Le soleil va se coucher sur toi, oui. Ouais. C'est ça, c'est pour moi au contraire, c'est juste de dire le fait, peu importe si tu rentres dans ton déni ou pas, peu importe si tu fermes les volets de ta maison ou quoi que ce soit, le soleil va se coucher sur toi, et c'est pas une bonne chose, c'est pas une mauvaise chose, c'est juste, c'est comme ça, et tu peux pas y échapper, et tout le monde va devenir gris, quoi. Non, c'est horrible. Je trouve que la manière dont c'est chanté, je suis d'accord que les paroles sont très dures, mais je trouve que la manière dont c'est chanté fait quelque chose d'apaisé en fait. Ouais. Comme si c'était les émotions sont passées, c'est juste la réalité des choses, et c'est pas grave, comme tu disais, c'est pas quelque chose de négatif ou positif, c'est là. Il y a presque quelque chose de reposant à accueillir le calme. Mais c'est ça que je voulais dire, je pense aussi c'est exprimé avec beaucoup de poésie, un truc très dur qu'on peut ressentir à un moment donné, mais là effectivement c'est pas dur, c'est pas crier, c'est pas un appel à l'aide, c'est pas oh mon Dieu c'est horrible ce que je vis et ce que je ressens, c'est juste voilà, je vous raconte avec toute la douceur que moi ça me fait ressentir en interne en fait, genre je suis arrivé à un espèce de point de résignation, mais pas de résignation encore une fois négative, juste acceptation. D'acceptation, merci, c'est un meilleur mot. Je suis arrivé à un point d'acceptation de ce qui va se passer, et du coup je peux vous le raconter sans angoisse dans la voix, sans pleurer, et juste en vous proposant de m'accompagner dans ce coucher de soleil qui de toute façon nous touchera tous. Donc, Ouais, j'ai besoin de pas la voir comme une chanson très triste, parce que c'est aussi une des chansons que Paul et moi on a sélectionnées pour la playlist de notre mariage. On avait passé en revue des chansons de Linkin Park en se disant on va forcément en mettre une, et ça a été celle-ci. Ok, mais du coup qu'est-ce que c'est la lecture que vous en avez eue pour la sélection? Mais oui, Paul, qu'est-ce que c'est la lecture? Qu'est-ce qui s'est passé pour Alors, moi je trouve qu'il y a un côté un peu Memento Mori, très poétique, et que j'adore Linkin Park,
comme tu disais, Charlie, il y a beaucoup de leurs chansons qui sont quand même sur des sujets très durs. Et au moins là, c'était chanté, je trouvais, de manière... c'est quasiment réconfortant, j'ai l'impression, la manière dont c'est chanté. C'est vraiment, t'inquiète pas, c'est comme ça, mais c'est pas grave. Il y a un truc de... Enfin voilà, c'était la seule chanson que je pouvais proposer qui était... parler du sujet dont Linkin Park parle toujours, mais avec un côté un petit peu réconfortant. Il y a un peu un côté cela aussi passera. Exactement. This too shall pass. Finalement, c'est quasiment une promesse. Et sans que personne crie. Mais c'est ça, parce que sinon, j'avais d'autres à proposer, mais c'était un petit peu moins... ça passait moins bien dans le background d'un mariage. Bon. Je m'adapte. Moi, ça, c'est l'effet que me fait, mais du coup, on en reparlera le moment venu, mais c'est l'effet que me fait One More Light. En fait, c'est l'effet que me font plein de chansons qui, en fait, abordent très frontalement le thème du suicide, l'idée de vouloir en finir et de juste avoir effectivement quasiment accepté cette idée-là. C'est que pour moi, Chester a écrit ça comme une personne qui sait exactement et très précisément ce que ça fait, et qui non seulement cherche à rassurer d'autres personnes qui peuvent ressentir ces mêmes choses-là, mais qui cherche aussi à rassurer les autres personnes par rapport à lui-même et à ce que lui-même peut ressentir. Et je peux pas m'empêcher de ressentir ça en écoutant ses paroles, de me dire tout le long il a essayé de dire je ressens ça et c'est pas grave, et c'est juste comme ça, et voilà ce qui va arriver. On a forcément une lecture, on va dire, orientée, vu ce qui s'est passé après. Mais... J'ai une anecdote. C'est pas beaucoup plus fun, parce que ça fait référence à une chanson de U2 qui parle de la même chose, c'est-à-dire que ce soit avec ou sans toi, je ne peux pas vivre. With or without you. J'ai les oreilles qui souvent résonnent des notes d'une autre chanson. Quand j'écoute une chanson, il suffit qu'il y ait genre un accord en commun. Et là, il se trouve que Shadow of the Day et With or Without You ont énormément de points communs musicaux. Et à un moment donné, je m'étais dit, je ferais bien un mash-up avec toute la confiance de quelqu'un qui n'en a jamais fait. Et donc j'ai fait des recherches pour voir. Et non seulement il y a déjà des mash-ups qui ont été faits et très bien faits, mais ça a déjà été assumé par Linkin Park, qui a déjà repris With or Without You sur scène en l'enchaînant. Donc c'était pas que mes oreilles. Moi, ça me fait ça entre In the End et Numb. Parce que je pense que c'est les deux que j'ai les plus écoutés et que du coup, genre, elles se mélangent dans ma tête. Ah, mais je vois exactement les accents dont tu parles, je pense. Génial. Là, j'ai entendu le With or Without You et genre, l'aigu touche parfaitement là où ça sonne bien pour aller se coller à Shadow of the Day. Ouais. Et le même type de rythme, enfin, il y a vraiment plein de points communs. Je n'y avais jamais pensé. Mais c'est bien que tu parles de In the End, Louis, parce que ça pourrait être à toi. Voilà, je prépare mes transitions. Comme une bonne personne, toujours. Ouais, moi je voulais vite fait parler de In the End, qui est globalement une chanson qui est hyper pessimiste parce que c'est en mode malgré tous les efforts que je fais, à la fin ça n'a servi à rien. Mais je voulais en parler parce que j'ai redécouvert la chanson dans une reprise d'un trailer pour Magic the Gathering. Oui, moi aussi. Et il y a un truc que j'apprécie tout particulièrement, c'est quand des chansons qui n'ont pas été écrites pour quelque chose, enfin, je veux dire, la chanson n'a pas été écrite pour le trailer, mais fait extrêmement sens avec le trailer. Ouais. Et genre, c'est quelque chose qui, genre, quand ce genre de choses m'apporte beaucoup de joie. Donc, ça parle de faire, quoi qu'il arrive, de faire plein de trucs et de faire des sacrifices et de faire un tas de choses et qu'au final, ça ne serve à rien. Et en fait, sur ce trailer de Magic the Gathering, qui était pour War of the Spark, qui est en gros la dernière extension où ça parlait un peu de genre
de l'univers, de la trame narrative qu'il y avait depuis genre des dizaines d'années sur Magic the Gathering avant qu'ils se disent on en a marre de faire une trame narrative. Et dans ce trailer, on a du coup la nécromancienne Lilia Naves qui est en train de trahir genre globalement les Avengers de Magic the Gathering en envoyant une armée de zombies au service du grand méchant qui s'appelle Nicol Bolas, pire nom de méchant, on est d'accord, voilà. C'est un gros dragon qui fait peur, hein, mais il s'appelle Nicol Bolas. Et dans l'historique, Liliana, en fait, elle a appris à faire de la magie qui soigne dans un couvent. Elle a appris la nécromancie sur le côté. À un moment donné, son frère se prend une malédiction, sauf qu'il faut un arbre très spécifique pour le soigner. Cet arbre meurt avant qu'elle puisse le trouver. Du coup, elle ressuscite l'arbre avec de la nécromancie. Sauf qu'en fait, en soignant son frère avec ça fait que son frère devient fou et ça lui remet une malédiction en plus par-dessus. Et du coup, elle est obligée de le tuer avec une armée de zombies. Voilà, donc en termes de trauma, la meuf par là. Et en gros, c'est quelque chose qui est hyper récurrent dans ce que Liliane a fait. Donc après ça, en fait, pour essayer de se libérer, pour essayer de gagner du pouvoir, en fait, et de passer à autre chose, elle va faire des pactes avec 4 démons. Et son but, ça va être de se débarrasser de ces démons-là. Elle a aussi un voile qu'elle prend pour choper du pouvoir, mais en fait, elle se retrouve à être un peu enchaînée à ce masque-là, dont elle peut pas se débarrasser avec une malédiction qui lui est attachée proprement. Enfin bref. Globalement, à chaque fois qu'elle fait un truc pour essayer d'avancer dans sa vie, il y a un truc qui lui retombe sur le coin de la figure. Et du coup, là, il y avait un peu ce truc où elle rejoint les Avengers de Magic qui ont été un peu tous là en mode qu'est-ce qu'elle va faire? Et au final, donc dans le trailer, tu la vois qui commence à faire ça, et ça, c'est une reprise avec une voix féminine et au piano de In the End. Elle est magnifique. Enfin, genre, je vous mettrai un extrait. Et en fait, elle voit une jeune fille courir avec son petit frère dans le trailer. Et vraiment, elle a un moment où elle bug et elle réfléchit. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est enchaînée par un contrat à Nicol Bolas où si jamais elle le trahit, en fait, ses tatouages s'enflamment, littéralement. Et du coup, il y a vraiment ce moment où elle réalise, en fait, j'ai plus envie de faire des trucs pour le pouvoir et pour en arriver là. Genre, tout ce que j'ai sacrifié, en fait, ça n'a servi à rien jusqu'ici. Donc, en fait, autant que je me sacrifie moi. Et elle se rebelle contre le grand méchant. Et tu la vois juste le trailer avec du coup le piano qui monte, et tu la vois juste renvoyer l'armée contre le grand méchant avec ses tatouages qui commencent à brûler, en fait. Voilà, je vous ai décrit le truc. Pardon, c'était mon moment. Je vous passerai la chanson. Je vous invite à regarder le trailer. C'est un trailer qui m'a fait chialer parce que je me suis dit ça y est, ils vont me la tuer. En fait, ils vont tuer Liliana. Spoiler, ils l'ont pas tuée. Après, il y a genre le 6 mec de base de Gideon qui lui a donné son immortalité, et puis maintenant, elle est en train de vivre en exil parce que du coup, les guildes ont décidé qu'elle avait retourné sa veste trop tard, et du coup, elle méritait d'être exécutée pour ça. Donc la pauvre, même après ça, en fait, quoi qu'elle fasse, elle n'aura rien. Donc là, elle est juste partie en exil. Voilà, j'adore ce personnage. Tu nous partages cette explication parce que j'avais beaucoup aimé cette vidéo pour la musique, pour la badasserie de la meuf avec la robe violette, dont je ne connaissais rien. Mais ça, c'était devenu autrement plus émouvant avec tes explications. Si je l'ai pas déjà dit, c'est vraiment mon personnage préféré de Magic the Gathering. Comme je l'ai montré quand on a fait les chemins tout à l'heure, j'ai littéralement un cardboard de promotion de Liliana sur ma table de chevet au-dessus de moi. Il y a la tête de Liliana grandeur nature qui veille sur ton sommeil. C'est ça. Et qui te réveille d'entre les morts tous les matins. C'est un peu ça. Il y a d'autres personnes qui ont opté pour le café, tu vois. C'est ça. Elle fait de la nécromancie tous les matins pour que je puisse arriver à sortir du lit. Il faut au moins ça. Hein. Ouais, franchement, en ce moment.
C'est intéressant cette idée de prendre une chanson de Linkin Park mais le faire chanter par une meuf. Peut-être on essaiera ça plus tard dans l'épisode. Le foreshadowing. C'est rigolo ce que vous dites là. Voilà. Louis, est-ce que t'as d'autres... Est-ce qu'on a fini? Non, pardon, j'ai fini. Je vais pas me lancer dans un rant trop long sur parce que, enfin, je crois que je suis un peu un des seuls qui est très fan du lore Magic the Gathering ici. Non. Oui, non, il y a Mika aussi, c'est vrai. Mais Je n'ai jamais entendu parler de ça de ma vie. Tout ce que tu as dit là, je n'ai pas compris. alors, globalement, c'est un jeu de cartes. Globalement, c'est ce qui a créé les jeux de cartes à collectionner. C'est les cartes Magic. Oui. C'est ça. Ok, ça je vois ce que c'est, j'ai l'idée, j'ai le spirit. J'ai jamais vu les personnages dont on parle. Heureusement que le mot Avengers a été utilisé pour m'aider à visualiser quoi que ce soit parce que sinon j'avais rien. Putain, attends, il y avait Lightgate qui était les Avengers. Moi j'aimais beaucoup qu'il y ait des trailers comme ça parce qu'ils sont tous très très beaux, très bien faits. Et j'ai tellement la flemme de m'intéresser au lore et d'essayer d'y jouer, etc. Mais juste voir un joli dessin animé, ça me plaît complètement. Vous savez quel autre trailer est vraiment très bien fait avec une chanson de Linkin Park? Celui de LOL, Foreshadowing. Alors techniquement c'est le trailer pour... Pardon, je vais pas le dire tout de suite. C'est pour après. Mais non, oui, regardez les trailers de Magic the Gathering, ils sont assez bien foutus pour les quelques dernières années. Et on a failli avoir une série Netflix, mais qui a été annulée parce qu'en fait la communauté a dit on en a marre de la trame narrative principale, arrêtez de la faire. Et du coup maintenant on a juste plus de trame narrative du tout et je suis deg. Voilà. Et les seuls trucs qu'on a eu de cette série Netflix, c'était des images de Gideon, genre le mec qui est le 6 mec de base. Genre Mike, tu vois qui c'est genre le mec qui est mono blanc qui joue soldat quoi. C'est genre globalement pour les gens qui jouent à Diablo de Geralt. Voilà. Oui aussi. Mais alors oui, c'est ça. Mais alors pour les gens qui jouent à Donjons et Dragons, dites-vous que les gens qui jouent Gideon, c'est les mêmes gens qui jouent humains dans Donjons et Dragons. Voilà. C'est Vanilla en fait, en gros. Voilà, exactement. Mais le truc, oui, c'est drôle que tu aies dit ça, Louis, sur le. Parce que honnêtement, moi, j'ai décroché du lore de Magic depuis très longtemps, et en gros depuis qu'il y avait eu 3 extensions qui étaient Invasion, je sais plus quoi, et oui, il y avait l'invasion d'Innistrad. Sans vous couper, non. On s'éloigne du sujet. Oui. Bon, on parlera après. On dit pas ça parce qu'on comprend rien. Hein. Mais on est en train de se regarder là. C'est quoi Magic déjà? Pardon. Mike, tu voulais parler d'une autre chanson? Oui, moi je voulais parler, puisqu'il faut être raccord avec le sujet. Hein, c'est bon, j'ai compris. Si tu sais pas quoi faire, ça recrute dans l'éducation nationale, Jeddah. Moi j'aime bien quand c'est pour le plaisir, tu sais. Je sais. Moi, je voulais parler d'une chanson. Alors, j'ai beaucoup écouté Linkin Park, donc à partir de, comme je disais, la petite vingtaine, et ça veut dire début des années 2000. Donc en fait, j'ai un peu suivi, on va dire, chronologiquement jusqu'à, je sais pas. J'ai lâché à un moment, j'ai eu une grosse phase d'écoute, j'ai lâché et après j'ai repicoré au fil du temps. Et il y avait une chanson que j'avais écoutée à l'époque, quand elle était sortie, qui avait pas du tout le sens qu'elle a pris pour moi ces dernières années, qui est la chanson Easier to Run. Et là, moi, pour le coup, j'en ai vraiment fait. Alors, c'est une chanson que j'aimais beaucoup écouter, mais je faisais pas forcément gaffe aux paroles, parce que c'était l'époque où j'avais besoin de playlists de métal pour me concentrer sur mes révisions, mon travail, mes préparations, parce que c'était le bon tempo. Oui, voilà, mon cerveau fonctionne comme ça. Je suis désolé. Je comprends, j'écoute aussi du métal quand j'ai besoin de me concentrer. Hein. Et en fait, donc ces dernières années,
je suis rentré de manière générale, je suis beaucoup plus sensible au texte des chansons, des poèmes, de tout ça, et j'ai tendance à les lire et un peu à forcément essayer de voir un peu comment ça résonne au niveau émotion. Et en fait, Easy Earth Run, ça m'avait frappé une fois, je crois même d'ailleurs que j'en avais parlé sur la conversation du podcast au moment où j'avais un peu eu cette épiphanie en mode mais putain, c'est quoi cette chanson trans du début à la fin? Et c'est il y a pas si longtemps, c'est il y a peut-être un an et demi, un truc comme ça. Enfin, j'habitais déjà là, quoi, donc chronologiquement, c'est voilà, comme ça que j'arrive à peu près à le situer. Si je peux donner 2-3 paroles peut-être pour éclairer un peu les personnes qui écoutent. Il y a dans tous les couplets, dans le refrain, dans la partie qui est plus scandée, et à chaque fois il y a des paroles qui peuvent être lues, mais vraiment directement en résonance avec ce que moi j'ai fait en fait pendant une vingtaine d'années, qui était de fuir, parce que c'était plus facile de fuir une évidence d'un coming in trans qui était assez tôt dans ma vie et qui était aussi tout aussi évident à cette époque-là que je pouvais pas en parler, je pouvais pas le vivre. Quand tu lis des paroles comme alors, je suis désolée pour mon accent anglais, ne vous moquez pas s'il vous plaît, un truc qui dit something has been taken from deep inside of me, a secret I've kept locked away, no one can ever see. Il y a vraiment ce truc de l'idée de cette information, ce secret qui est caché, qu'il faut pas que les gens voient. Il y a toute cette litanie qui est plus scandée, qui c'est Shinoda hein, qui scande généralement, c'est bien ça, que je dise pas de bêtises. Les parties rap, c'est... Qui rappe. C'est Mike Shinoda généralement, c'est oui, ça, hein, oui. qui rappe. Celle-là, elle fait très très mal parce que je vais pas tout lire, mais voilà, il y a le If I could change, I would, donc c'est voilà, si je pouvais changer tout ça, et elle se termine par If I could take all the shame to the grave, I would. Et alors celle-là, voilà, c'était pour moi c'est un peu la baffe ultime de la chanson qui revient régulièrement parce que oui, j'y ai pensé à amener la honte dans la tombe, malheureusement comme un certain nombre de personnes, et bon, étant donné qu'on est dans la thématique Linkin Park, qu'on a mis la trigger warning au début d'épisode, je l'ai pas répété, mais voilà quoi, on a clairement l'idée d'en finir plutôt que d'assumer ou de regarder en face ça. Donc c'est plus facile de fuir toutes les paroles en fait vraiment jusqu'au bout. Il y a des trucs comme pretending I don't feel misplaced is much simpler than change. Ce truc de vraiment faire semblant et de se conformer à mort, et c'est pas l'histoire de tout le monde, mais c'est très très prégnant dans mon histoire de se conformer au maximum jusqu'à tout envoyer péter à un moment, et ça vraiment il y a ce moment où cette chanson, j'ai vraiment écouté les paroles à un moment où j'étais prête à les entendre, et voilà, c'était un bon aller-retour, et je l'écoute assez régulièrement ces derniers temps, parce qu'elle est dans une playlist pour les moods un peu mélancoliques, un peu voilà. Et même si, enfin, c'est des choses qui sont derrière moi en fait, parce que justement j'ai pas fait ce choix qui me paraissait plus facile à l'époque de fuir, quelle que soit la manière dont on fuit ce type de choses. C'est encore une chanson que je lis maintenant comme un rappel que ouais, ça peut être tentant de pas faire face à des trucs durs, et que il y aura probablement pas que mes petites histoires trans que j'aurai à gérer comme trucs durs dans l'avenir, donc voilà, c'est peut-être à garder en tête que c'est plus simple de fuir, mais c'est peut-être pas trop une bonne idée.
Voilà. Sur les chansons dont vous avez parlé avant, et j'attends aussi celles qui viennent, j'avoue que l'idée que les paroles de Linkin Park font quand même référence à peu près toujours au même sujet, je suis assez d'accord, mais j'ai l'impression qu'il y a un peu comme dans ce qui avait été dit sur Shadow of the Day, il y a vraiment une manière peut-être assez personnelle qu'on peut avoir de lire chacune des chansons. Et là, en l'occurrence, dans celle que moi j'ai développée, il y a vraiment cette idée que, ouais, ok, cette idée-là, elle est présente, elle est même exprimée explicitement dans les paroles, et que pour autant, pour le coup, même si effectivement Chester c'était pas le cas, j'ai l'impression qu'il y a d'autres fins possibles à l'histoire dans chacune des chansons, quoique qu'on puisse y entendre dedans. Ouais, je suis assez d'accord avec ça, et puis nos choix de chansons sont biaisés entre guillemets, mais la discographie est tellement énorme, et là on va parler, je crois, de genre 7 ou 8 chansons. On pourrait, enfin, il y en a genre 70, 80 qui existent. Et donc, on pourrait aussi choisir des chansons qui ne parlent pas de ça, mais finalement, lesquelles est-ce qu'on aime vraiment bien? Lesquelles nous parlent vraiment beaucoup? Est-ce qu'il n'y aurait pas un biais de lecture? Voilà. Coup dur pour l'objectivité de recherche. Hein. Ouais. À quel moment on a fait de l'objectivité de recherche dans ce podcast? Je pense il y a des chercheurs pros parmi nous, mais... Ouais, mais pas... Là, je suis en dehors de mes heures de travail, ça compte pas. C'est ça ce que j'allais dire, on n'est pas au boulot, en fait. J'avais une réunion au rectorat ce matin, voilà, ça, là, à ce moment-là, je devais être sérieuse et objective. C'est plus le cas maintenant. Moi, même quand je fais de la recherche, je parle dans ma recherche d'objectivité forte pour dire que personne n'est objectif, donc finalement... ça n'existe pas. Merci, Mike. Anne, est-ce que tu veux enchaîner? Oui, bien sûr. Du coup, moi, j'ai choisi de vous parler d'un autre morceau qui est Somewhere I Belong. Mais en fait, j'ai un peu triché parce que j'avais envie de vous parler plus globalement de l'album Meteora et du contexte dans lequel je l'ai découvert. Pour moi, j'étais au collège lors de la sortie du premier album de Linkin Park. Et à l'époque, je m'intéressais pas suffisamment à la musique, donc je suis un peu passé à côté. Malgré le fait que déjà à l'époque, c'est vrai que In the End pouvait beaucoup passer à la radio. Donc ce deuxième album, Meteora, il est tombé parfaitement au bon moment. Je m'en souviens vraiment comme un de mes albums qui a accompagné toutes mes années de seconde et de première au lycée. Et il se trouve qu'au lycée, à l'époque, il y avait 2 teams qui définissaient son cercle social, ses amis, sa manière de s'habiller. Est-ce que tu étais team rap ou team metal? C'était obligatoire, il fallait choisir. Et donc, je portais des hoodies noirs en triple XL, en écoutant Korn, System of a Down et globalement tout le new metal qui sortait, tout en crachant sur le rap. C'était aussi obligatoire. Mais là-dedans, il y a un peu des groupes que personne n'admettait vraiment écouter. Il y avait par exemple Nightwish ou Evanescence parce que c'était pour les filles. Et puis, il y avait aussi Linkin Park parce que c'est trop commercial. Et c'est vrai que avec Numb qui était matraqué encore partout à la radio, c'était un peu difficile de se défaire de cette idée. Moi, je me souviens qu'à l'époque, j'écoutais... mon radio réveil était réglé le matin sur Europe 2 ou RTL 2. Et j'avais l'impression de n'entendre que ça tout le temps. Et j'ai l'impression qu'une autre raison pour laquelle on n'admettait pas trop entre nous aimer Linkin Park, c'était qu'il y avait du métal et du rap dedans. Et à l'époque, rajouter du rap dans du métal, c'était forcément pas bien caca. C'était forcément fait pour des mauvaises raisons, forcément des grosses maisons de disques, et forcément c'était Limp Bizkit et compagnie. Voilà. Et sauf que moi, et comme un peu tout le monde, je pense, j'aimais bien Linkin Park en fait. Et pire, j'aimais même bien les passages rappés dedans.
Donc, impossible pour moi de l'admettre. Et je crois que malheureusement, ça, c'est une réputation que s'est traînée Linkin Park pendant une partie de leur carrière. Jusqu'à même peut-être parfois mettre un peu plus de côté la production de Mike Shinoda, qui est le fondateur et producteur, et plutôt la voix rappée du groupe. L'autre voix avec celle de Chester à l'époque. Et ça, moi, ça m'a ouvert des portes, en fait. Linkin Park, c'était pas forcément un groupe révolutionnaire, c'était pas le meilleur, le plus technique, il a pas innové tant que ça, mais il avait une grosse exposition, il était bien fait, il était touchant, il était péchu. Et puis, il a sorti un peu des ados comme moi de leur secte, en fait. Il a permis de découvrir que d'autres choses existaient. J'ai découvert du scratching, j'ai découvert des samples de cordes, comme on peut en entendre beaucoup sur Meteora. Puis ça a créé des liens vers le hip-hop des années 80-90. J'ai découvert des liens avec l'électro parce qu'il y a tous ces breaks de batterie, il y a des pads un peu plus éthérés, et un morceau comme Nobody's Listening sur l'album Meteora, dedans c'est très peu rock en fait, c'est beaucoup plus rappé et même produit plus comme du rap. Donc voilà, et en soi c'était même pas forcément une originalité pour l'époque. Il y avait la bande originale de Matrix qui avait déjà fait le travail quelques années plus tôt, puisque dedans on trouvait autant des musiques très électroniques comme Club to Death et en même temps du Rob Zombie ou du Rage Against the Machine. Donc voilà, au passage, je case le point Matrix obligatoire pour le lien avec la culture trans de ma chronique, mais il n'y en aura pas d'autres, je vous rassure. Rétrospectivement, aimer Linkin Park en privé, ça m'a aidé à me sortir de cette logique de team et à aller du côté aussi bien de Moby, Chemical Brothers, Beastie Boys, Massive Attack, Public Enemy, bref, à élargir mes horizons musicaux. Et c'est intéressant parce que cette thématique de sortir du moule, de cette espèce de mal-être et d'incompréhension adolescente, c'est quelque chose qu'on trouve beaucoup dans les paroles de Linkin Park. Donc c'est le sujet même du groupe. Et là, j'en arrive à Somewhere I Belong. Parce que je trouvais, et bon, comme plus ou moins tout le monde, je pense, que le besoin de se construire une persona, c'est quand même quelque chose d'extrêmement fort à l'adolescence. Et quand on est en plus de nature introspective, ça s'accompagne d'un sentiment de vide intérieur. Quand on se trouve ni goût ni originalité, je cite les paroles: I had nothing to say, I'd get lost in the nothingness inside of me. On se fait une certaine idée de la vie adulte, on la désire, et puis quand on en approche, on se rend compte que ce qu'on avait envisagé va pas du tout se passer comme prévu. Looking everywhere, only to find that it's not the way I had imagined it all in my mind. Et puis, on culpabilise même de pas être mieux, de pas être plus que soi-même. Stuck, hollow and alone, and the fault is my own. So, what am I? Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je propose au monde si j'apporte aucune originalité, si je me construis en opposition à la moitié de mes semblables qui ont eu le malheur de choisir la team rap plutôt que la team metal? Alors, what do I have but negativity? Voilà, d'une manière que je trouve en fait plutôt belle et poétique, et peut-être même avec plus d'espoir que d'autres chansons de Linkin Park. Somewhere I Belong, je trouve qu'elle parle de façon très concrète et matérielle d'une quête d'un lieu qui n'est pas une ville où poser ses valises, mais la quête d'une identité, d'un espace mental, un état d'esprit, et dont on est la seule personne à détenir la carte. Et c'était à moi de me construire, de sortir de ce mal-être et d'entreprendre cette recherche. I will never know myself until I do this on my own.
I will break away and find myself today. Et je pense que ces mots, ils sont suffisamment universels pour que je souligne pas le sous-texte trans. Je me suis trouvé, et je pense qu'avec cette chanson, je suis pas la seule. J'ai envie de t'applaudir. C'est trop beau. Je pense que tu pourrais faire tomber ton micro. Ne le fais pas, ça va faire du bruit. C'est ça. Non, mais oui. J'ai l'impression d'avoir écouté Une vraie chronique. une chronique. Comme si t'étais journaliste de métier, en fait. C'est fou. Ah non, c'est le passé, ça. Là, on est en 2009, je viens de lire un article des Inrocks et c'est dans ma tête qui a lu l'article, quoi. C'était assez incroyable. Mais en tout cas, ça résonne beaucoup en moi, ce que tu disais sur l'opposition des teams, la nécessité de choisir. Ouais. Ouais, ce que je disais sur écouter du Linkin Park en cachette parce que c'était un peu un truc qu'il fallait, comme je disais, moi, j'ai écouté sur le tard parce que, de traîner avec des métalleux qui étaient en mode c'est pas du vrai métal. Ça, et puis on a Nightwish et Evanescence et Pretty Reckless. Enfin bref, tout ça. Ouais. Mais alors que Voilà, moi, j'ai pas du tout eu ce problème. J'ai eu la situation inverse où, comme c'était des trucs de meufs, et ben, on m'a laissé écouter que ça. Et c'est-à-dire que j'étais aussi dans des milieux de métalleux, machin, tout ça, je débutais du métalleux, à l'époque, comme tout un chacun, et on a eu la même vie, Charlie, c'est pas possible. la pipeline date métalleux, tout lesbienne, tout transmasque est un peu trop réel. Mais tout ça pour dire que moi, les gars qui écoutaient du métal avec qui j'étais, me laissaient pas écouter Gojira. Enfin, c'est bête, mais tu vois, des trucs comme ça. Ils étaient en mode, non, mais c'est pas pour toi, tu vas pas aimer. Tiens, va plutôt écouter Eluveitie, que j'ai factuellement adoré. Voilà. Et du coup, je me suis retrouvé à écouter des trucs de meufs. Et donc, Linkin Park tombait dans cette catégorie. Aussi parce que quand t'es une meuf, t'écoutes forcément des trucs très connus. Tu peux pas connaître les trucs, t'as pas la rêve, quoi. Et du coup, c'est comme ça que je suis tombé là-dedans. Et moi, ça m'a été vraiment autorisé, quoi. En mode, ça, t'as le droit d'écouter parce que ça va avec ce que tu es en tant que petite meuf. Ouais. Tu peux pas écouter des trucs qui sont underground dans les caves pour les vrais mecs, quoi. C'est pas possible. Parce que, par exemple, oui, vraiment un Korn et Gojira qui connaît, quoi. Pas la rêve. Mais bien sûr que c'est super cool. Oui, non, mais c'est que tu sais. J'avais trop le seum, les boucs passaient en festival à Guéret carrément, donc c'est dire à quel point les mecs étaient connus. Et moi, j'avais pas le droit de les écouter parce que non, c'est trop un truc de bonhomme. Donc, enfin bref. Non, bien sûr, tout est aberrant dans ce truc-là, mais c'est juste pour dire que moi, on m'a autorisé à écouter Linkin Park parce que c'était un truc de meuf. Ça éclaire le nombre de fois où je me suis fritée avec des métalleux en les engueulant parce qu'ils avaient des a priori sexistes. Mais ça éclaire de manière un peu bizarre parce que moi, je me suis jamais... Enfin, j'ai écouté ce que j'avais envie d'écouter et puis je m'en foutais, quoi. Mais après, j'avais des réflexions. Et du coup, je m'engueulais avec des gens parce que... En gros, pourquoi est-ce que tu t'embêtes à essayer de savoir ce que j'écoute et ce que j'ai le droit d'écouter. C'est bizarre de voir à quel point c'était pas juste les gens autour de moi, mais du coup une pression sociale partout. Non, mais tu sais, on en est arrivé à un point où quand tu portais un t-shirt Nirvana, on était en mode je suis sûr que tu connais même pas, frérot, c'est Nirvana, d'accord? Mais oui, mais la fameuse blague de genre donne 5 titres de la chose du t-shirt que tu... Non, mais c'était le truc. Je m'étais forcé à aller écouter à l'époque des titres de Nirvana hyper pas connus pour pouvoir porter mon t-shirt en P. Et du coup, je chantais, c'était quoi, In the Pines, where the sun. Ah oui, la de My Girl. Ouais, My Girl. Oui, pardon. Oui, elle est géniale, celle-là aussi. Celle-là, vous la connaissez pas, hein? Ouais. Moi, c'était le truc où plus, genre, comme je sortais avec un métalleux, j'avais pas le droit de faire mauvaise impression avec les autres métalleux, donc fallait que genre, tu vois, genre, j'ai des... Quel bref. Mais par contre, du coup, je veux juste un dernier truc, si je peux brague un petit peu.
Charlie, pour son anniversaire, a fait un blind test. Il a mis du LUFSI et j'étais le seul à avoir trouvé et j'étais si fier et genre vraiment, genre ça l'a tiré du fin fond de ma mémoire de moi de 15-16 ans et j'étais en mode, oh mon Dieu, je sais ce que c'est. La pipeline Call of the Mountain. C'est ça. Voilà, pardon, vas-y. J'ai une anecdote qui match avec tout ce que vous avez pu dire. Evanescence, moi j'adorais et quand ça a commencé à tourner pas mal, j'étais à la fac en fait, clairement. Donc à la rigueur, j'aurais rien eu à prouver à personne. Et donc j'écoutais quand même de mon côté. Mais quand il y a eu le concert, parce qu'ils sont passés en concert, j'ai payé le train avec un de mes premiers salaires, donc je vais être jeune prof déjà. J'ai payé le train et les billets à ma sœur, qui est allée le voir avec un émo avec qui elle sortait, qu'elle a dump quelques semaines plus tard. Plutôt que de lui dire, viens, on y va. Et je l'ai regretté tellement longtemps. Mais alors que j'ai dû vous partager une chanson il y a peu de temps encore sur la discussion, avec encore une lecture trans. Et voilà, j'ai adoré tellement Evanescence à cette époque-là, mais non, c'était pas possible d'aller voir Evanescence. Matrixé par le genre. D'aujourd'hui, ça paraît débile. C'est ça. Ouais, j'étais à genre très vite, moi, je dis non. C'est vrai, bravo. Aïe, aïe, aïe. Je me rendais pas compte à ce point. Mais voilà, c'est le privilège à genre, du coup tu peux choisir ta musique plus tôt. Mais c'est ça, et puis surtout je me rendais pas compte à quel point il y avait des trucs genrés dans le métal et tout, mais j'étais là, non, j'écoute parce que j'aime bien. Je pense que c'est aussi, genre, si je peux me permettre, ce sera un beau montage, si je peux me permettre, mais le privilège, avec tous les guillemets du monde autiste, de ne pas se conformer au... C'est possible, que j'avais pas bien lu, qu'il fallait pas faire des trucs, c'est très possible. Mais c'était d'ailleurs un truc c'était ma unpopular opinion à l'époque où j'étais à la fac, c'était de dire mais quand même les voix féminines dans le métal, ça apporte quelque chose de plus. Voilà, ce qui fera un lien aussi avec peut-être quelque chose qu'on évoquera plus tard. Foreshadowing. C'est l'épisode du foreshadowing. Cet épisode, c'est Foreshadow of the Daying. Et wow. Bravo. Moi, j'avais une vanne à faire sur quand t'as parlé du fait que t'arrivais pas à écouter Numb, Anne, et je trouve que c'est assez rigolo de devenir insensible à une chanson qui s'appelle genre Insensible. Ouais, mais c'est exactement ce qui s'est passé. Et le pire, c'est qu'à l'époque, je comprenais pas l'ironie de la situation parce que je ne parlais pas assez bien anglais. En fait, tu parlais assez bien anglais pour inconsciemment avoir compris de quoi ça parlait et obéir à la chanson et dire non. Alors qu'en vrai, la chanson parle pas de ça. Non, je sais bien. C'est encore moi qui fais mes transitions. Et oui, bravo. T'as vu? Louis, si tu nous parlais de Nom. Oui, je vais aller très vite dessus. Moi, Numb, je l'ai découvert sur le tard et elle m'a beaucoup parlé. Et elle m'a beaucoup parlé récemment parce que en fait, c'est tout ce truc de globalement, la chanson parle de la pression que les parents mettent sur nous de devenir en fait l'héritage de ce qu'ils ont imaginé pour nous. Et il y a beaucoup de choses dans la chanson qui font vraiment penser à je ne veux pas devenir comme toi en parlant d'un parent. Et je trouve qu'en tant que mec trans qui a une relation compliquée à mon père pour dire des euphémismes, et en fait ça me parle beaucoup là-dessus, dans le sens où ça commence littéralement par dire je suis fatigué d'être ce que tu veux que je sois. Donc, genre, mon père, je l'ai déçu sur plusieurs points. Déjà, il voulait un fils en premier. Du coup, il a eu moi. Après, il a eu mon petit frère. Bon, voilà. Maintenant, il en a 2. Il se plaint. Je ne sais pas trop, il se plaint. Ensuite, je suis parti faire du jeu vidéo alors qu'il était en mode non, t'es sûr, tu veux faire ça? Je suis en mode bah oui, j'y vais. Après, j'ai transitionné. Je veux dire, en termes de genre, voilà, en termes de déception parentale, il est passé par beaucoup de niveaux, tu vois. Genre, et en fait, on est arrivé à un point où
Pareil, genre j'ai vraiment plus du tout enfin j'ai vraiment plus du tout de sentiments envers mon père en fait. Genre vraiment, je suis aseptisé. C'est vraiment, j'en ai plus rien à faire. Et du coup, bah, la chanson parle très bien de ça en fait, et aussi sur sur la volonté de ne pas vouloir devenir quelqu'un. C'est pas une très bonne personne, mon père. Mais le problème, c'est que quand tu commences à transitionner et que on te dit tu ressembles vachement à ton petit frère et que tout ce que tu as entendu de ton enfance, c'est que ton petit frère, c'est le portrait craché de ton père. Du coup, tu te dis, ah, vais-je devenir mon daron? Alors que je n'ai pas envie. Voilà. C'est des sujets qui me travaillent et qui me parlent beaucoup. La raison pour laquelle je lis beaucoup Thomas Page McBee, dont j'ai déjà parlé ici plusieurs fois, qui aborde régulièrement cette thématique-là d'ailleurs, qui est un mec trans qui écrit sur la masculinité globalement. Mais voilà. Juste ça. Je connais des gens qui ont littéralement repoussé leur transition par peur de ressembler à leur père. J'ai sûrement arrêté la télé à un moment donné pour éviter de ressembler à mon père. Il doit y avoir un paquet de meufs trans qui ont transitionné pour des raisons similaires. Ouais. J'ai déjà entendu cette histoire-là aussi. Tu l'as dit sur le ton, j'ai déjà entendu parler de cette théorie. Je fais des références cursed. Non, mais... Est-ce qu'on passe à la suite? À ta spécialité, Jenna. Oh non, j'en ai... Oui, pardon. Est-ce qu'on peut prendre 3 secondes pour que j'éternue, qui sera coupé au montage? Vas-y. T'es pas au courant qu'on garde tout? Eh ben, cadeau. Surtout que, genre, alors, pour les gens qui n'ont que l'audio, Anne a vraiment fait le décompte avec ses doigts les 3 secondes. Est-ce que j'ai bien tenu? Oui, c'était parfait. Oh, wow. À 1 seconde près, ça va. Je me suis noté de parler d'une chanson de 2017, mais avant ça, je voudrais faire un petit récap un peu plus détaillé de mon lien ou de mon non-lien à Linkin Park. Et en fait, quand Linkin Park a commencé sa carrière vers 2000-2002, en gros, mes oreilles étaient trop occupées par Radiohead. J'étais dans un tunnel, dans un intéressé quasi exclusif sur Radiohead à ce moment-là. Et j'étais un peu imperméable aux autres musiques. En tout cas, aux autres musiques plus ou moins dans la même catégorie. C'est-à-dire que je pouvais écouter des comédies musicales à côté. Et les comédies musicales que j'ai écoutées m'ont aidé à faire une sorte de coming in. J'avais 22-24 ans à l'époque. Et pour pouvoir me parler de transidentité et me dire « Ah, si je peux l'éviter, je vais pas faire ça. Ça a l'air chiant, ça a l'air trop dur, ça a l'air dangereux. C'est pas pour moi. » Et je pense que si j'avais été moins imperméable à d'autres musiques, peut-être j'aurais été moins imperméable à l'idée de gagner un peu de temps dans ma vie aussi. Et il y a une chanson qui a percé mon mur imperméable en 2002. C'est une chanson qui s'appelle System et qui était chantée par Chester Bennington dans la BO de La Reine des damnés, qui est un film adapté d'Anne Rice. Le film de vampire, déjà, on est cette d'accord. chanson, je l'ai écoutée en boucle. Pardon, Louis? Le film de vampire. Le film de vampire. Oui. Okay. Donc c'est une chanson qui est écrite par, si je me souviens bien, le chanteur de Korn, mais chantée par Chester Bennington. Et il y a déjà des choses là-dedans qui sont en surface, on pourrait se dire, ouais, ça parle du film, ça parle de vampire. Mais il y a une lecture qui me convenait, qui me convient toujours. Et je vais vous traduire à la volée une partie des paroles. Les émotions ont évolué et je ne veux pas les faire sortir. Je sens la maladie à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'elle ne veut pas mourir?
ton sang est à moi, et nous serons bien si j'avais ton corps. Your screaming face, feeling the sickness inside. Why won't you die? Your blood in mine. We'll be je vois ce que vous voulez dire, ouais. Et voilà, c'est bizarre hein, pourquoi je chantais cette chanson en boucle déjà à ce moment-là. J'avais intégré ce dont parlait Anne depuis très longtemps, qui était je suis dans la team rock et c'est important d'être dans la team rock. Et du coup, même si j'aime beaucoup Evanescence, et les morceaux d'Evanescence avec un mec qui rappe, je dois affecter de ne pas les aimer. Et du coup, je ne peux pas écouter Linkin Park parce que le rock est pollué. Et j'aime bien me dire que maintenant, j'ai au moins surmonté des choses comme ça, à pouvoir écouter du Linkin Park et même apprécier comme une de mes préférées, Waiting for the End. Je la mentionne très rapidement. Elle date de 2010, donc elle est encore dans notre timeline. Et alors, j'ai mis les paroles. On va couper ça. Sur les paroles, peut-être qu'on les rementionnera si j'y pense. Pardon ? Je croyais qu'on laissait tout. Ouais, peut-être on laissera tout après tout. Mais j'ai assez envie d'en parler dans une version chantée par quelqu'un d'autre plus tard. Donc on va laisser ça de côté. Et la chanson dont je voulais parler, c'est One More Light. L'album est sorti en mai 2017. La chanson, elle a été écrite en 2015. Le groupe l'a écrite en hommage à une employée de leur maison de disques. Et moi qui suis fan depuis longtemps de Radiohead ou d'Amanda Palmer, je trouve ce lien émotionnel entre un groupe et sa maison de disques un petit peu inédit. Je trouve ça joyeux de découvrir quelque chose comme ça en fait. Parce que j'ai une image très négative des maisons de disques la plupart du temps. Et donc une des responsables de Linkin Park au sein de Warner est décédée d'un cancer en octobre 2015. Et dans les sessions qui ont suivi, en se posant la question « Alors les gars, qu'est-ce qu'on écrit aujourd'hui ?» La réponse c'était « Je suis désolée, je peux pas écrire autre chose qu'en hommage à cette meuf. » Et c'est One More Light qui a été écrite. Et pour clore mon petit parallèle avec Radiohead, il y a une ligne de One More Light que j'aime beaucoup, qui est « Just cause you can't see it doesn't mean it isn't there ». Just cause you can't see it doesn't mean it isn't there. C'est une phrase qui est nécessairement comme une citation. Personne ne peut dire qui a dit ce genre de choses en premier parce que c'est une phrase qui a énormément tourné dans des romans, dans des poèmes, dans des proverbes. C'est pas parce que tu le vois pas que c'est pas là. On peut faire des parallèles avec... on ne voit bien qu'avec le cœur, l'essentiel est invisible pour les yeux. Et il y a une chanson de Radiohead qui s'appelle There, There, dans laquelle il y a l'inverse, qui est Just because you feel it doesn't mean it's there. Just cause you feel it doesn't mean it's there.
Et je me suis creusé la tête longtemps en entendant la ligne de Linkin Park à me dire, elle me dit quelque chose. J'entends cette voix, j'entends ces paroles-là, mais avec la voix de Tom York. Où est-ce que c'est? Et je pouvais pas la trouver parce que la phrase c'est l'inverse. Donc la recherche pouvait pas fonctionner. Donc je vous le partage. Ça n'avance à rien, mais je dois vous le partager. Et je vais pas rentrer plus dans le détail de One More Light, qui est juste une chanson de deuil très belle et très triste. Mais je vais vous raconter ce qui s'est passé autour de One More Light. L'album est sorti le 19 mai 2017. Et le 17 mai 2017, c'était pas seulement la journée contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie. C'était aussi le suicide du chanteur de Soundgarden et d'Audioslave, Chris Cornell. Et Chris Cornell, c'est un ami de longue date de Chester Bennington depuis les années 2000. Ils ont fait de la musique ensemble, ils ont tourné ensemble, à la fois les groupes et séparément. Chris Cornell est venu sur une tournée de Linkin Park. Et ce sont devenus des amis proches, des amis de famille. Et donc quand Chris Cornell est mort, la chanson a eu un écho vraiment différent. L'album est sorti 2 jours après. Et une semaine après, il y avait les funérailles de Chris Cornell, qui étaient des funérailles un peu par définition, avec énormément de personnes connues qui étaient là pour rendre hommage. Et Linkin Park a chanté One More Light et Alléluia de Leonard Cohen, mais la version de Leonard Cohen reprise, la version plus calme de Jeff Buckley, dont on parlera certainement un jour aussi, parce que c'est certainement un meuf. Et donc, quand moi j'ai découvert One More Light, il y a 1 mois ou 2, parce que en discutant avec Pau, et je lui dis vas-y, fais-moi écouter les morceaux que tu penses que j'aimerais. Et j'avais que des bribes de ces informations-là. Mais donc j'ai pris cette chanson avec 10 ans de retard, et j'ai eu l'occasion de faire le deuil de ces 2 personnes avec 10 ans de retard. En 5 minutes. Et c'était pas simple. Et c'est toujours pas simple. Donc dans notre timeline, on est au 26 mai 2017, donc les funérailles de Chris Cornell. Et le 20 juillet 2017, ça aurait été l'anniversaire de Chris Cornell. Et c'est aussi le suicide de Chester Bennington. On peut pas juste imaginer une coïncidence sur le lien qu'a uni ces 2 personnes. Alors j'ai cherché tout ce que j'ai pu. Ce ne sont que des amis. Et malgré tous les efforts que j'ai faits, ça a l'air d'être vraiment 2 mecs cis. Mais ça parle aussi, ça souligne aussi la force de toutes les paroles, de toutes les chansons dont on a parlé, que ça puisse nous parler autant, parce que ça parle de mal-être, parce que ça parle d'essayer de s'adopter soi-même et de s'accepter ou de se faire évoluer comme on veut.
Je pense que j'ai fini mon petit bout de sujet sur One More Light. Mais j'ai quand même un petit bout à part sur le statut d'œuf de Chester. Parce que je dois reconnaître que manifestement il n'en a jamais parlé en public, apparemment pas en privé non plus, en tout cas rien qu'à fuiter. Et que malgré toutes les traces qu'on trouve, ce sont que des traces, mais je voudrais rajouter d'autres pistes. Et par exemple, les clips. Dans les clips du groupe, il y a plein de trucs différents, il y a de l'animé, il y a des images de concert, il y a des images de synthèse, il y a de la science-fiction. Et régulièrement, le personnage principal, chanté par Chester, est joué par une femme. Louis, tu lèves le doigt. Oui, parce qu'en fait, je me rends compte qu'il y a un truc que j'ai oublié de mentionner dans Numb tout à l'heure, c'est que tu as une ligne qui dit tout ce que je voudrais, c'était d'être moins comme toi et être plus comme moi. Et justement, dans le clip, c'est une meuf, le personnage principal. Ouais. Donc, juste pour apporter des miettes à ta... Je trouve que cette phrase-là, elle est magnifique, quoi. Oui. Et pour apporter quelque chose d'assez proche, dans le clip de Crawling, dont le personnage principal est une meuf manifestement victime de violence, il y a une phrase qui est « Against my will, I stand beside my own reflection ». Et à ce moment-là, Chester est face à un miroir, et dans le miroir, c'est la meuf en question. Ce serait bizarre que personne ne se soit posé la question. Alors, c'est intéressant parce que moi, à l'époque, en tout cas, même avec le recul, je l'avais beaucoup perçu comme une tentative de s'adresser à un public féminin. Mais maintenant que tu le dis, la lecture que tu en fais est forcément très intéressante aussi. Il y a quelque chose que j'ai trouvé quasi subliminal dans le clip de Waiting for the End, que j'ai mentionné tout à l'heure, qui est maintenant vraiment une de mes préférées. C'est un clip qui est entièrement en images de synthèse, ou rotoscopé bizarre, avec beaucoup de petits points, comme des images créées par des lasers. Et on voit des images des membres du groupe en train de performer le morceau, intercalées avec des images plus ou moins en rapport avec ce qu'on vient de voir. Par exemple, à chaque fois qu'on voit Shinoda qui déclame quelque chose, on voit un chien qui aboie. Et il y a vraiment quelque chose dans sa morphologie, qui est, où on montre que c'est le chien qui déclame. Et puis, il y a d'autres images. Et la plupart du temps, quand on voit Chester a un masque de tête de mort. Et juste après, il y a l'image d'une meuf avec un sabre. Et cette meuf avec un sabre ne fait écho à rien d'autre dans la chanson, mais elle est là. Et le dernier clip que je voudrais mentionner, c'est le dernier clip qui est sorti avant la sortie du nouvel album, qui est Lost, qui est un clip qui est sorti avec la compile de 2023. Et dans ce clip, c'est on aime ou on n'aime pas, mais c'est de l'animé réalisé par gros guillemets intelligence artificielle. Et là aussi, le personnage principal est une meuf. Mais c'est bon, tu m'as convaincu. Ah bah écoute, ça tombe bien, mais j'avais encore un petit élément. Mais je vais le garder pour plus tard. Oh. Puisqu'on fait du foreshadowing. Moi, je trouve ça assez génial que, genre, pareil, les transitions se font toutes seules dans ce podcast parce que maintenant, c'est une chanteuse qui chante dans Linkin Park. C'est-à-dire que, genre, du coup, c'est une meuf qui s'appelle, du coup, Emily Armstrong, qui a repris
la place de Chester dans le dernier album qui est sorti. Et du coup, j'enchaîne avec ma partie dessus. Si c'est ok, c'est bon. Je vais parler très rapidement de Emily Armstrong parce que il y a eu une petite controverse dessus. Il faut savoir qu'elle vient d'une famille de scientologues. J'ai oublié de rechercher ce que c'était la scientologie, mais globalement c'est une secte. Voilà. Oui. J'ai plus le détail de pourquoi, du comment, de tout ça, mais elle a été élevée là-dedans. Et du coup, il se trouve elle s'est retrouvée à comparaître, enfin juste participer à l'audience d'un acteur qui a été condamné pour viol à un moment donné. Elle y est allée de son plein gré. Et en gros, les gens ont ressorti ça dessus. Donc d'anciens scientologues en fait ont ressorti ça en disant bah voilà, t'as fait ça. Et après, elle a fait un post en disant bah effectivement j'ai fait ça et je regrette complètement de l'avoir fait. Et j'aurais pas dû le faire et je suis complètement du côté des victimes et je condamne toutes les violences sexistes et sexuelles globalement. Ce que je trouve assez chouette parce que généralement quand il y a des bails qui tombent sur les personnes connues, soit c'est un peu du je rejette en boucle, soit c'est un peu du j'esquive le sujet. Le fait qu'elle soit arrivée, qu'elle ait pris le truc et qu'elle ait dit oui j'ai fait ça, je regrette, j'ai changé là-dessus. Je trouve ça assez cool de sa part. Et a priori, il n'y a pas de signe clair qu'elle ait quitté la secte, mais il y a plein de fans de son ancien groupe qui est, je vais retrouver dans mes notes, hop, Dead Sarah. Dead Sarah, merci. Donc il y a plusieurs personnes plusieurs fans du groupe Dead Sarah qui interprètent plusieurs des chansons du groupe comme quelque chose contre la religion et contre la scientologie en général. Donc, et en plus la chanteuse se définit comme queer. Enfin Emily Armstrong se définit comme queer. Donc on peut penser que elle en est sortie même si elle a pas dit officiellement qu'elle était sortie. Voilà, c'était pour clear the air là-dessus. On pourra mettre le lien de l'article de la BBC qui en parle si vous voulez. Genre, j'ai trouvé un joli petit article là-dessus. Je sais pas s'il m'écoute, mais merci Karl pour le lien. Voilà. Et il se trouve que le deuxième single qui est sorti avec avec cette nouvelle chanteuse du coup et ce nouvel album, c'est Heavy is the Crown, qui est assez chouette. Déjà en tant que chanson en elle-même, où il y a plein de gens qui du coup le voient aussi comme un espèce qui l'interprètent comme le poids de l'héritage de Chester qu'elle doit porter, qui est la première interprétation. Mais il se trouve que il s'est encore passé un truc que j'adore quand des chansons qui n'ont pas été écrites pour à la base sont utilisées pour d'autres choses. Cette chanson a été utilisée pour la promotion de la World Cup de League of Legends 2024 dans un premier temps. Qui marche bien parce que il y a ce côté compétitif où généralement c'est un peu toujours le même mec un peu connu qui se retrouve en top dans les personnes à abattre je saurais pas vous dire qui. Voilà, genre je suis un nerd mais je suis pas un nerd League of Legends, je suis désolé. Voilà. Donc ça fonctionne bien avec le thème, mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est que c'est la première fois depuis que les Worlds existent que c'est pas une chanson de commande que Riot fait. C'est juste une chanson qui a été reprise pour. Voilà. Je pense petite anecdote comme ça. Et où du coup il y a le groupe qui est animé dans le clip. D'ailleurs, je vous invite à regarder où Emily Armstrong est hyper badass dedans, dans la manière dont elle est animée, c'est génial. Et il y a une reprise qui a été faite pour la saison 2 de Arcane. Regardez Arcane, même si vous avez des a priori sur League of Legends sur le fait que c'est une communauté toxique et que c'est des gros geeks incel, c'est majoritairement vrai. Mais voilà. Mais regardez Arcane parce que c'est extrêmement queer. C'est extrêmement beau. C'est génial. Voilà. Il y a plein de personnages incroyables. Vous allez en prendre plein la vue, plein les oreilles. Et il y a beaucoup de chansons d'artistes connus qui ont été commandées pour la série.
Et du coup, il y a une petite reprise de Heavy is the Crown pareil qui est fait au piano et qui est beaucoup plus douce, qui est dedans, qui fait genre 1 minute 30, qui est vraiment très très courte et qui pareil marche tellement bien avec le contexte. Je vais pas le dire pour pas spoiler si jamais il y a des gens qui n'ont pas regardé, mais Pas encore. Mais on a commencé avec Poe et j'ai très envie de continuer. ouais. Mais du coup, Charlie, la scène de Caitlyn où on la voit à travers la chaise Ah brisée. non, mais je sais exactement de quoi on parle. Voilà. Hold it in, but it keeps bleeding out. This is what you asked for. Heavy is love, heavy is the crown. Heavy is the Et clairement, quand je l'ai entendu, j'ai été super surprise. Parce que je l'avais entendu sur une playlist de Linkin Park et tout à coup, oh putain, là aussi, trop bien. Et voilà, je vais pas spoiler, mais je double tout ce qu'a dit Louis sur Arcane. On m'a tanné pour regarder et j'ai regardé, j'ai commencé il y a peu de temps. Et il y avait 2 saisons de 10 épisodes, elles sont déjà finies. Ouais. Ouais, moi j'ai regardé en 3 jours. Les 2 saisons. Il n'y avait pas de... Et je conseille de vraiment enchaîner les deux parce que moi je regrette de pas m'être fait un rewatch de la saison 1 quand la saison 2 est sortie. Voilà, c'est tout. Et d'ailleurs, faut savoir que c'est pas la première fois que League of Legends fait des collabs avec des groupes. Il y a notamment une collab historique entre Imagine Dragon et Arcane. C'est pas la première fois qu'ils font appel à d'autres pop stars aussi. En 2022, c'était Lil Nas X qui avait fait la chanson de commande pour les Worlds. Mais du coup, que ce soit une chanson qui était préexistante avec un groupe de rock comme ça, voilà. C'était, je trouvais que c'était assez chouette. C'est que la chanson était déjà parfaite, il n'y avait pas besoin d'écrire un nouveau truc. Mais c'est ça en fait. C'est comme pour le trailer de Magic, même si du coup c'était pas Linkin Park directement qui a fait la chanson. Genre je trouve ça très très beau que ça puisse être interprété autrement, ou que ça puisse genre servir dans un autre contexte. Il y a tellement de super chansons dans ce nouvel album par ailleurs. Ouais. Je l'ai pas écouté en entier encore, il faut que je le fasse. J'ai été presque surprise par sa qualité. Voilà, pour être tout à fait sincère. Bah, je comprends, moi j'ai entendu d'abord les 2 singles, du coup The Emptiness Machine qui était déjà un banger. Je parle pas en face du micro, ça va être un enfer. Très impressionnante, ouais. J'ai entendu Emptiness Machine qui était vraiment incroyable et après du coup Heavy is the Crown. Et là sur l'album, il y en a 2 ou 3 autres, notamment Over Each Over qui est une de mes préférées, elle met des petits frissons et tout, elle est vraiment vraiment trop bien. Et puis il y en a plein avec du screamer quoi, enfin genre Casualty où c'est juste t'as envie de te déchirer les cordes vocales et c'est vraiment un plaisir. Enfin il y a plein de très bonne qualité, je trouve qu'on retrouve dessus et ça me fait trop du bien. Pour juste peut-être braguer un tout petit peu là-dessus, mais c'est une vraie fierté de maman. Mes fils ont écouté l'album dans la voiture et ils sont fans. Et donc ils me demandent de mettre régulièrement la musique, mais des fois tu te dis ils ont des routines, ils sont avec toi, ils font ça. Et j'ai reçu un message de mon ex il y a 3 semaines de ça qui me dit c'est quoi la chanson de Linkin Park que les enfants demandent, je ne sais pas. Et là j'étais trop fière et touchée. C'est un petit laisse machine. Tu les as bien éduqués. Bravo. Mais c'était surprenant parce que sur mes 2 enfants, j'en ai un qui approche des 10 ans et c'est un grand sensible. Et vraiment, il a un côté, des fois il sort des trucs, mais waouh. Et en fait, il avait vu un film peu de temps avant qui s'appelle Le Robot Sauvage, qui est un film d'animation qui est sorti là il y
il y a 2 mois de ça, Non, et très qu'on bon. est allé voir. Ouais, il est vraiment beau, effectivement. J'ai trouvé très émouvant. Et en fait, il l'avait déjà vu une première fois avec mon ex, et il m'en avait tout de suite parlé. Il m'avait dit, il est trop triste ce film et tout. Et la première fois qu'on écoute The Emptiness Machine, il me dit, je sais pas pourquoi, mais la chanson me fait pareil. Et je sais pas, parce que en plus, Et il enfin, parle je pas sais anglais encore. ah non, pas du tout, pas une demi-seconde. Donc tu vois, si tu peux même pas te dire qu'il a compris les paroles. Donc je sais pas ce qui dans la chanson l'a ému, parce que c'est clairement ça qu'il exprime de la même manière que le film qu'il avait ému à cause de certaines scènes un peu tristes. Mais bon, c'est comme ça. Et du coup, il a une obsession sur cette chanson-là. Et comme le petit fait tout comme le grand, bah il demande tout pareil. Classique. Je peux me permettre une observation qui pour moi fait vraiment sens dans le parallèle que fait ton enfant, qui est que du coup donc c'est la voix de Amy Armstrong qu'on entend dans The Emptiness Machine, et c'est la chanson qui est sortie en première, c'est le premier single qu'on a entendu de cet album-là pour nous faire vraiment découvrir sa voix, et elle a quasiment toutes ses tessitures sont sur cette chanson là, je crois, et notamment cette capacité qu'elle a de déchirer sa voix à un point où même si tu ne comprends pas ce qu'elle dit, ça glisse trop bien et c'est extrêmement satisfaisant, et ça fait vraiment un truc, je trouve, guttural, et je pense que ça vient de là. Parce que moi, en regardant le robot sauvage avec mes grands yeux d'adulte, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et je peux comprendre pourquoi un enfant a beaucoup pleuré devant, parce que vraiment, quel traumatisme, au secours. Il est très beau, encore une fois. Mais du coup, juste d'avoir cette voix qui s'éraille et le petit riff de guitare derrière qui est vraiment genre tout de suite très très prenant, je comprends vraiment comment ça peut juste emballer le cœur d'un enfant, de la même façon que ça peut emballer le cœur de voir le robot qui essaye de faire s'envoler le petit oiseau. Enfin franchement, le parallèle fonctionne dans ma tête aussi. Je pense que peut-être que j'ai 10 ans, mais c'est une question. Non, mais t'as probablement raison, et tu soulignes un truc que effectivement faut souligner. Elle a une voix exceptionnelle, quoi. C'est effectivement la. Tu le dis très techniquement en plus, c'est assez génial, mais oui, cette espèce de rage qui passe dedans, t'as une puissance, ça pète et en même temps ça tient. Je sais pas comment. Non, Ouais. Voilà. J'aime bien sa présence aussi. Oui. Il y a à la fois un mélange de butchiness et de goofiness, qui est à la fois impressionnant et touchant. Moi, j'ai un peu hâte de la voir en live parce que, du coup, ma seule crainte, c'est sur les chansons de Chester. Parce que je l'ai vu jusqu'à maintenant interpréter, je l'ai entendu interpréter que ses chansons, que celles où j'ai l'habitude de l'entendre elle. Et je sais pas du tout. J'ai vu passer des vidéos quand ils ont fait le Bercy, là, à Paris. J'ai vu passer du coup des vidéos, mais que j'ai regardé sans le son volontairement parce que j'étais en mode, est-ce que j'ai vraiment envie d'entendre Numb chanté par quelqu'un d'autre finalement? Est-ce que je suis prêt à cette situation? J'espère que tu auras la même bonne surprise que moi je l'ai eu en l'écoutant, franchement. Ouais, moi j'ai pas très pu bien. résister à ça. Je résiste rarement à un spoiler. Et notamment Waiting for the End. J'ai regardé une des vidéos d'un des premiers concerts et l'avoir à la fois très bien chanté la chanson, mais être extrêmement ému par les paroles et par le poids de ce qu'elle du bagage d'emprunter cette chanson à quelqu'un d'autre et de l'avoir ému en la chantant. C'était très très beau. Ça donne envie de voir. Ouais. On a découvert il y a quelques jours que Linkin Park va venir jouer à côté de Nantes pour le Hellfest. Et que du coup, on va essayer d'y aller. Ce serait dommage d'être là à quelques kilomètres. Et voilà. Si je peux rebondir sur ce que tu disais, Charlie, et du coup faire une transition complètement organique vers la... Non ? Tu voulais dire autre chose avant ? Non, je pense qu'il faut qu'on y vers la transition parce que vu le temps qui passe, je pense que c'est l'heure de transitionner, effectivement. C'est toujours l'heure de transition. Il est jamais trop tard. Transition moins 10. En fait, j'avais noté dans notre déroulé que Louis allait parler de la controverse sur Emilia Armstrong et je savais pas qu'il ne parlerait que de la scientologie et du procès.
mais je voulais mettre vraiment 2 mots sur le backlash sexiste, donc qui n'était pas seulement attaché à son bagage plus ou moins religieux, mais juste au fait que c'était une meuf, juste au fait que Linkin Park pouvait avoir un statut sacré auquel il fallait pas toucher, et en tout cas pas mettre quelqu'un qui peut-être remplacerait Chester Bennington. Et là-dessus, ce que j'ai trouvé m'a fait beaucoup de bien. Et c'est une interview de Mike Shinoda dans laquelle il dit que juste lui, il avait envie de refaire de la musique avec ses potes. Et du coup, ils ont recommencé à écrire des trucs. Et du coup, ils se sont dit, on est entre nous, on va inviter d'autres gens et juste on fait de la musique avec d'autres gens. Et donc, ils se retrouvaient à faire de la musique avec Emilia Armstrong. Et la citation, c'est « When she was singing on different songs, it sounded so much like the band. I can't just be logical about it, that just feels good. » So, and we had been making new songs with her from scratch. And we're like, oh, you know what? Will you sing on this one that we've already done? Like, just learn the words and whatever. And she came in and crushed it. And we were like, that's a Linkin Park song. Like, you can't listen to that song and say it's anything else. Like, it was at that point too, we were like considering, should we call this a different band name? Do we need like one singer? Maybe we got like multiple people like playing different roles and stuff. And when she was singing on certain things, it sounded so much like the band. It just, for me, I was just like, that feels good. Like, I don't know, I can't be logical about it. It's an illogical thing. It just feels good. Et ça s'est fait naturellement. C'était pas un casting pour essayer de remplacer quelqu'un. C'était juste, hey, toute ma vie j'ai fait de la musique, je vais continuer à faire de la musique avec les gens que j'aime. Et sur le fait de continuer Linkin Park plutôt que de faire un nouveau groupe, il y a aussi une citation intéressante, cette fois-ci une citation de Chester Bennington au début de Linkin Park, parce que lui il est arrivé en cours de route. Mike Shinoda, ça faisait déjà plusieurs années qu'il faisait de la musique, et la position de Chester à l'époque c'était: vous avez ce bagage, vous avez cette carrière dont vous êtes fier, on va pas repartir à zéro juste parce que j'arrive, ou juste parce que quelqu'un est parti du groupe, donc on va continuer. Et donc il arrive et il continue Linkin Park. We did talk about maybe changing the name of the band and just doing something new. And honestly, my thing was like, why give up what you guys have worked so hard on? This is your legacy. You don't have to give it up just because one person didn't do things the way that everybody wanted them to go. You know, didn't do things the way everybody had planned. We should be able to move forward. You know? Hello, c'est Jenna du futur qui écrit pendant le montage, et il faut que je corrige cette citation de Chester. Elle date de quand il a rejoint le groupe Stone Temple Pilots, mais sa position était la même. Désolée. Et enfin, sur le fait que spécifiquement ce soit une meuf, et c'est mon petit grain supplémentaire que je gardais pour maintenant. Donc, je vous mets l'extrait de Mike Shinoda. Well, like a couple things about Chester that I know is that he would never like, he was an open-minded person when it came to music he liked. He would like, and so the idea that the band being fronted by a female singer is something that I feel like he would have come up with the idea. He would have been, you know what I'm saying? Like, cause he was never like, I don't know. I feel like there's some dudes who are like sexist about their rock and roll, and none of us have ever been that way. Et la traduction c'est: il était ouvert d'esprit quant à la musique qu'il aimait. L'idée que le groupe soit représenté par une femme, c'est une idée qu'il aurait pu avoir. Voilà. Et j'aimais bien que tout ça puisse écarter
les soupçons de cynisme et juste de recherche de profit sont avant tout des gens qui se font plaisir à faire de la musique. Je me permets juste vraiment en 2 secondes avant qu'on enchaîne de recommander ce qu'a pu faire Mike Shinoda en carrière solo entre le décès de Chester Bennington et le nouvel album de Linkin Park. Si vous êtes un peu réceptif à sa musique solo, j'ai trouvé que c'était très introspectif, très intéressant et ça peut faire sortir les larmes effectivement. Si on va aller par là, il y a un album solo de Chester Bennington et c'est pas mal non plus. Charlie veut parler. Ouais, moi je vais me permettre de dire que, comme on l'a déjà dit, Linkin Park ça a longtemps été considéré comme du rock de meuf, donc pourquoi vous ragez maintenant que c'est bien chanté? Enfin franchement, laissez-nous tranquilles, faites pas genre des premiers fans de la première heure parce que vous ragiez en disant que c'était trop commercial, donc maintenant foutez-nous de la paix, laissez-nous avoir une meuf couverte à la tête du groupe et cassez-vous quoi. Enfin, on ne vous regrettera pas encore une fois. Moi, si je peux faire un parallèle vite fait, je trouve la capacité qu'elle a de passer d'une voix assez chantée à une voix à un growl, ça m'a fait penser à la chanteuse de Ginger. Je sais pas si les gens connaissent. Je connais pas. Enfin, je vous envoie l'autre. Pas grave. Je vous envoie. Je pense que Pau, c'est bon, tu peux y aller. C'est ton moment. Allez, ça y est, je peux enfin transitionner. Oui. Donc, moi, je voulais un peu rebondir sur ce que tu disais, Charlie, mais en fait, sur ce que disait Jenna aussi. J'ai découvert Linkin Park au tout début, quand ils ont commencé à sortir de la musique, donc en 2000. Et c'est vrai qu'il y a une sorte de réticence actuellement pour moi à être complètement dans l'écoute du groupe avec la chanteuse. Parce qu'il y a une partie de moi qui avait fait le deuil du groupe, en fait, qu'il avait du coup figé dans le passé. Ça ne m'empêchait pas d'écouter, hein, mais c'était un groupe qui n'évoluerait plus. Et que là, le fait qu'il y ait une nouvelle chanteuse, du coup une production qui recommence, ça fait que je peux être déçue, alors que j'étais très fan avant. Et que c'était un groupe qui était très important pour moi parce que donc j'avais 15 ans quand j'ai écouté Linkin Park pour la première fois, quand ils ont commencé à sortir des chansons, et puis MTV a commencé à passer des clips, et puis ça passait à la radio, et ça a commencé à être connu, etc. Et à l'époque, je découvrais un petit peu le métal par moi-même, parce que j'ai commencé à écouter du rock, différentes choses dans les classiques de métal, et c'était toujours sur des recommandations d'autres personnes. Et du coup, après, quand je disais « Ah bah ça, j'aime bien », dans les métalleux autour de moi, il y avait toujours un truc qui revenait qui était ouais, mais c'est un mec qui te l'a fait découvrir. Et en sous-entendu, ça compte pas, t'es pas vraiment fan. Et c'était ça à chaque fois, quel que soit le groupe que je disais bien aimé, c'était ouais, mais c'est ton copain qui t'a fait découvrir ça. Ou bien, je sais pas, c'est machin qui t'a fait écouter. Et du coup, il y avait aucune façon de pouvoir dire je suis fan de ça et c'est vraiment mon truc, c'est mon identité maintenant. Et c'est un âge où on se cherche une identité, y compris musicalement. Et en fait, Linkin Park, ça a été le premier groupe que j'ai pu écouter, dire que j'étais fan, et personne n'essayait de dire non, non, c'était moi avant qui étais fan, c'est moi qui t'ai fait écouter, tu connais pas vraiment et tout. Je me rends compte maintenant, d'après ce que vous disiez, que peut-être parce que c'était sale, c'était pas du vrai métal, c'était Berk, pas beau, il fallait pas toucher. Mais ça a beaucoup compté pour moi à l'époque.
Et, euh, et du coup, peut-être que maintenant, il y a une sorte de cristallisation du groupe. C'est difficile de me dire, il va y avoir des nouvelles productions. Est-ce que je vais bien aimer? Est-ce que je vais être déçue? Dans les groupes que j'écoutais, il y avait pas que Linkin Park que j'ai bien aimé, mais à l'époque, ce que j'aimais bien dedans, c'était finalement justement le mélange des genres. Et je voyais pas ça comme un aspect négatif, je voyais ça comme un aspect très positif, de dire on n'est pas obligé de se cantonner à un genre ou à l'autre. Hein, voilà, merci. Pour les auditeuristes, on fait beaucoup de gestes de la tête. Voilà, donc, probablement le côté non-binaire chez moi qui s'exprimait déjà très fort. Mais j'étais fascinée par l'idée de on peut faire de la musique qui appartient à plusieurs genres différents. Et c'est pas grave, c'est très bien même. Ça permet une créativité différente. Et ça s'est reflété beaucoup dans d'autres groupes qui m'ont beaucoup parlé. À l'époque, il y avait System of a Down qui faisait aussi du nu metal avec un côté un peu quasiment yodel dans les intonations que j'aimais beaucoup. Il y avait aussi moins métal, plus rock, rap. Il y avait The Streets à l'époque, qui est un groupe britannique qui faisait des trucs sympas. Et Hollywood Undead un peu plus tard, pareil, qui était rock, metal, rap. Enfin, il faisait un petit peu tout. Et moi, ce que je voyais dans les chansons de Linkin Park à l'époque, parce que j'avais 15 ans, parce que c'était le début de l'adolescence, parce que c'était se chercher et tout, c'était pas des paroles qui parlaient de suicide, parce qu'à l'époque, j'avais pas ça en tête, ce qui est un privilège et tout ça. À l'époque, ce que j'avais en tête, c'est que je me faisais légèrement bully dans la sphère scolaire, et plus tard que j'ai eu des relations avec des personnes très nulles. Et ce que je voyais dans les paroles de Linkin Park, moi, c'était de pas se laisser faire, d'arrêter d'essayer de faire comme les autres ou de se conformer à l'idée que les autres ont de nous, et de finir par accepter qui on est et d'arrêter de faire semblant. Et donc il y avait un côté plus positif comme lecture. Après, j'ai réalisé plus tard, en réécoutant des chansons, même avant le suicide de Chester, mais à la relecture plus âgée, peut-être s'il y avait d'autres sens. Mais à l'époque, pour moi, c'était vraiment... c'était finalement un écho à réaliser que j'étais pas comme les autres. Et que moi aussi, mon genre, il n'était pas binaire et que j'étais pas obligée d'être dans un genre ou dans l'autre. Très belle démonstration. Je trouve ça intéressant de côté. En fait, c'est pour ça que les gens n'aimaient pas Linkin Park à l'époque, c'est que c'était non-binaire, ils savaient pas par quel bout le prendre, c'est ça. Il y avait déjà de l'enbiphobie, mais musicale. Exactement, on n'en parle pas assez, mais Linkin Park a été victime d'enbiphobie. La démonstration, elle est simple. Si Linkin Park est victime de transphobie, Linkin Park est trans. Oui, voilà. Franchement, le rapport est vraiment facile. Mais je pouvais pas m'empêcher de penser tout à l'heure, Jenna, quand tu faisais toute cette lecture des clips en essayant quand même de pousser que ouais, mais les Chester, tout ça. Vous connaissez peut-être ce terme qui est les transvestigators. Oui. Tout à fait. Oui. Ces personnes qui visiblement n'ont rien de mieux à faire de leur vie que de chercher à savoir si telle personne est trans parce que si, parce que ça, parce qu'on voit tel truc. Je te trouve vachement agressive avec moi, Mike. Non, alors justement, attends. Laisse-moi finir.
te plaît. Le seul type de transvestigation qui devrait être autorisé, c'est celle que tu fais, je trouve. C'est important de pas le faire sur des personnes vivantes, en fait. En général. Pour expliquer concrètement ce que c'est les transvestigators, quand même, c'est des personnes qui sont persuadées que les personnes célèbres sont célèbres parce qu'en fait elles ont abandonné leur cissitude et ont transitionné pour devenir célèbres. Et du coup vont essayer de démontrer par A plus B que genre non, toutes les célébrités en fait sont des personnes trans. Voilà. L'exemple le plus connu qu'on a récemment, c'est aussi c'est sur Brigitte Macron. Alors moi j'ai un exemple qui m'a fait hurler de rire et c'est Henri Cavill. Ah, Oui. Il y a des exemples qui sont genre Henri Cavill, il y a Ça expliquerait pourquoi j'ai Ryan Gosling. pardon. Ben oui. Désolé. Sur Ryan Gosling. C'était qui ton exemple, Louis? Ryan Gosling. Ah oui, ok. Bah, je pense qu'à ce point-là, on peut dire que tout le monde, dès qu'il y a un transphobe qui passe, il dit hey, trans. Oui, non, mais vraiment, c'est vraiment un espèce de groupe de gens qui s'auto-persuadent entre eux. Genre, c'est un délire. Bah, je me souviens qu'il y avait eu toute une histoire sur un groupe de transvestigators dont la fondatrice avait été accusée par trop de transvestigators d'être trans elle-même. Et... Oui. Il y a des transvestigators qui disent que J.K. Rowling est une meuf trans en fait. C'est vraiment rigolo de répondre aux transvestigateurs avec une photo de J.K. Rowling parce que je trouve ça très très drôle. Entre parenthèses, J.K. Rowling a certainement bénéficié d'un certain nombre de chirurgies d'affirmation de genre, telles que des liftings et des choses comme ça. Et ça marche aussi dans ce sens. Je crois que je voulais revenir un peu sur des trucs qu'avait dit Pau, mais du coup vous m'avez emmené trop loin. Ah oui, pardon. Tu parlais de quoi, Pau, déjà? Des non-binarités. La non-binarité, la peur de ne pas aimer le nouveau groupe. Alors non, moi c'était plutôt sur le fait d'avoir une lecture qui te dit tu n'es pas seul finalement et de pas se laisser faire et tout ça. Je pense que c'est vraiment effectivement l'autre versant des chansons de Linkin Park, peut-être parmi celles dont on a un peu moins parlé, mais il y en a beaucoup qui sont vraiment en mode en fait je vais me battre parce que c'est ce que je dois faire aussi. À l'époque, il y en a une que j'avais lue comme ça très fort, c'était Breaking the Habit. Oui. Ouais, mais il y a ça, il y a Castle of Glass qui est pour moi dans la même catégorie aussi, et pour moi Numb rentre aussi dans cette catégorie-là. De vraiment juste se battre et batailler pour pas se faire justement entrer dans une case, pour pas se faire forcer à aller quelque part où on n'a pas envie d'aller, etc. Et ça reboucle aussi sur ce que je disais au tout début sur One More Life, et sur quoi j'ai pas forcément rebondi tout à l'heure, mais le fait que juste la fin de One More Life ce soit but I do, pour vraiment insister sur le fait que lui, entre guillemets, Chester, mais genre, ça peut être personnifié chez quelqu'un d'autre, mais en a quelque chose à faire de la vie des personnes qui sont en train d'écouter, etc. Était pour moi un signal hyper fort, et c'est vraiment ce signal-là qui est envoyé prioritairement. C'est pas des chansons qui parlent d'aller mal pour parler d'aller mal, c'est pas des chansons qui parlent de se faire du mal pour s'en parler, c'est des chansons qui en parlent pour dire ça existe, et moi ça m'importe vraiment que tu puisses en parler, que tu puisses exprimer ça, que tu puisses savoir que c'est des choses que t'es pas seul à traverser et tout. Et je trouve que c'est vraiment ça qui est puissant dans le groupe. Et fun fact, quand moi j'allais vraiment excessivement mal, c'est un fun fact pas fun, mais j'ai écrit une pièce de théâtre, et c'est la seule production artistique que j'ai finie de ma vie. J'ai commencé à écrire plein de courts-métrages, plein de petites pièces, plein de trucs comme ça que je n'ai jamais vraiment fini ou abouti. Et cette pièce-là, je l'ai écrite à un moment où ça allait vraiment pas bien du tout, quoi. Et c'était un message de ce type-là, au final, en fait, juste pour... c'était un message pour moi, et c'était un message pour les autres personnes qui allaient rester après. Et pour leur dire, c'est pas grave que je sois parti, et c'est pas de votre faute, et c'est juste comme ça, et c'est tout. Et ce parallèle là, je l'ai fait hyper tard aussi, et je trouve que
ça se retrouve dans un tas de productions artistiques de personnes qui se sont soit foutues en l'air, soit qui ont struggle à un moment donné avec ces idées-là, de vraiment chercher à exprimer au reste du monde que c'est de la faute de personne et que juste, voilà, que on galère et c'est pas grave là-dessus. Encore une fois, là pour l'ambiance, comme vous pouvez le remarquer. Le chat est en feu. Non, mais c'est vrai que finalement, on trouve ce qu'on veut dans les paroles. Ça peut parler de manière très différente à différents moments de nos vies. Et je te rejoins sur ce que tu dis sur le fait d'y trouver quelque chose de plus positif que si c'était juste on met des choses qui font mal et c'est horrible, on en parle, c'est horrible. Il y a vraiment une volonté, j'ai l'impression, soit d'en parler pour secouer, soit d'en parler pour sortir quelque chose et ça fait du bien de le sortir. Enfin, c'est pour des chansons très tristes et très dures, elles sont quand même très positives, je trouve. Ouais. Même dans le ton, c'est rarement une lamentation, quoi. Non. Oui, alors, moi, mes 2 albums préférés, c'est les 2 premiers qui sont un peu... Pardon. Mais en tout cas, Pau, je te souhaite de réussir à aimer parce que je comprends vraiment cette peur d'avoir un truc qui recommence et que ce soit nul. Enfin, on a tous vu la suite du Roi Lion, je pense que c'est pas qu'on en parle. Franchement, la seule bonne chose de la suite du Roi Lion, c'est la chanson Trahison. Ouais, mais encore, moi je parle encore de la suite d'après. Alors là, Ah oui, la suite d'après. Là, c'est l'hécatombe, c'est la fin, c'est... Bref. Sur le 3, j'ai un truc à défendre, on en parlera une autre fois. Bon, très bien, il y a visiblement qu'il y a des choses à défendre là-dessus, mais de manière générale, c'est quand même terrible. Les suites, c'est très souvent terrible, et ça fait mal. Mais là, j'espère que ce sera pas le cas. Et en tout cas, moi, ça n'a pas du tout été le cas là-dessus, et je peux dire que je suis aussi hypé et aussi ému à l'idée de pouvoir les voir là... au mois de juillet que si on me disait que si on m'avait dit en 2016 tu vas voir Linkin Park et je suis juste trop content pour ça. Bah, j'ai aussi envie de les voir parce que c'est toujours le grand regret de ma vie de les avoir ratés. Ouais. Donc bon. Mais je crois que j'ai jamais vu de concert au Stade de France et j'ai du mal à me faire à l'idée de voir un concert dans ce genre de cadre. Mais j'imagine que le Hellfest n'est pas beaucoup plus intimidant. Mais... Non, ça dépend des scènes, mais ouais. Vous voulez dire quelque chose? Non, j'allais juste dire, mais I suggest que c'est peut-être juste que tu as du mal avec le changement en général et mais que je du vois coup... pas ce que vous... et que si tu peux essayer de le rationaliser comme ça en te disant non, c'est peut-être je juste... vois absolument pas de quoi on parle. 2 fois dans un épisode, Louis, ça fait beaucoup. Pardon. Personne, c'est lâche. Je suis désolé. Non, je ne supporte pas que le chanteur de Linkin Park change. Je vais donc aller chercher une pelle. Sur quelqu'un qui, à chaque fois qu'on lui dit genre tu serais pas un peu Nora, et je suis en mode non quoi, pardon. Voilà, bref, l'hôpital, la charité, tout ça. Je comprends ta peur, Pau, de ce côté-là, pour l'avoir vécu avec les Guns. Alors que pour le coup le chanteur n'avait pas, c'était la même personne, mais entre les Guns N' Roses du milieu des années 90 où j'aurais, je pense, donné un rein pour aller les écouter en concert, et quelqu'un qui m'a payé des billets en 2008, je crois. Ouais, ça doit être 2008 pour Chinese Democracy, donc là, c'est 2008 ou 2010, j'ai un petit doute. Et que j'ai vu Axl Rose sur scène, et je me suis dit non, j'aurais préféré pas voir ça en fait. Mais donc, ouais, je comprends. Mais là, confronté à sa propre mortalité. C'était pas tant un problème de mortalité qui passe. Je crois que c'était pas qu'une question d'avoir vieilli, c'était une question de vraiment pas bien avoir vieilli. Ouais, ça dépend quand est-ce que tu as l'occasion de voir Elvis en concert, quoi. Mais c'était au-delà c'était au-delà de ça, c'était aussi le côté de un truc qui aurait pu être
On m'aurait dit quand j'étais ado, tu vas aller voir les Guns N' Roses, voilà. Et même quand on m'a donné les billets, en fait, j'étais pas enthousiaste à l'idée d'y aller. C'est-à-dire que c'était même avant le concert. C'était j'avais écouté l'album. Il y avait rien qui sonnait comme. Mais oui, je suis d'accord avec toi que c'est très certainement aussi un marqueur du passage du temps, pas tant celui d'Axl Rose que le mien. Je suis d'accord avec toi, hein, mais bon. Je me souviens que. Mais j'ai pas transitionné à l'époque, donc voilà. Alors que maintenant, c'est bien le temps qui passe. Pau et moi sommes allés voir Placebo en concert pour les 20 ans de l'anniversaire de la sortie de leur premier album, je crois. Et j'aurais préféré les voir 20 ans avant. Mais peut-être on fera un segment sur le legginess de Brian Molko il y a 20 ans. Mais je crois qu'on en a déjà parlé en plus. On en a déjà parlé, ouais. On peut en reparler si tu veux. On prend une heure supplémentaire, il n'y a aucun souci. Mais du coup, est-ce que ce serait pas le moment de conclure là et on en reparle. Ouais, j'ai encore un tout petit bout à sortir de mon système. C'est Mike Shinoda qui a souligné que les paroles chantées par Chester n'ont eu besoin d'aucune adaptation ou changement de genre pour être chantées par Emily Armstrong, parce que bizarrement tout était écrit de manière très ambiguë. Linkin Park est non-binaire. On a déjà dit. Funny side note, actually, funny piece of trivia. We didn't need to change any lyrics to any of the songs that Emily is singing because there's no he, she, whatever. It's all relatively ambiguous. So strangely, she doesn't ever have to change a he or she. Cette conclusion. Et cette fois, c'est toi qui peux drop the mic. C'est ça. Et merci tout le monde d'avoir écouté l'épisode, cet épisode hors série spécial Linkin Park. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes de podcasts disponibles. Vous pouvez laisser des commentaires, mettre 5 étoiles, nous partager vos chansons de Linkin Park préférées ou lesquelles vous trouvez qu'elles sont trans. Et vous pouvez partager l'épisode à vos copains, pour vous aussi leur dire à quel point Linkin Park c'est génial. Je crois que j'ai tout dit. C'est un bon moyen, ouais. C'est ça. Et puis si vous avez des recommandations de groupes qui sont comme Linkin Park en style, moi je suis toujours preneuse, donc voilà. Je cherche. Et qu'ils soient pas des connards, parce que Falling in Reverse, je connais, et c'est un gros connard, donc voilà. Oui, il y en a un paquet. On a un nouveau site internet qui est nre.fm. Sur lequel vous trouverez le détail des épisodes d'un podcast trans et de tous les autres épisodes des autres podcasts de notre collectif. Anne, est-ce qu'on peut déjà mettre des commentaires ou pas encore ? C'est tout à fait possible, vous pouvez aller commenter directement sur nre.fm sur les épisodes. Et ça peut être très très cool de mettre des commentaires directement sur notre site plutôt que, je sais pas, sur Mastodon ou sur Blue Sky. Parce que du coup, ce sont des choses qui restent. Alors que les plateformes, comme vous le savez certainement, ça va, ça vient, ça se fait acheter par des connards. On sait jamais où ça finit. Voilà, et si vous... Vas-y. Non, je veux dire, moi j'aimerais juste conclure pour dire que on finit la soirée avec quelqu'un qui a un verre de vin sans alcool à la main, quelqu'un qui est en train de faire des nœuds de marin avec son sweat, quelqu'un qui est en train de faire du crochet depuis de toute façon le début de l'épisode, moi qui ai fait 4 sudoku le temps qu'on fasse cet épisode-là. Louis et Jenna, quelles ont été vos activités? Une très belle tasse Stardew Valley, c'est ça, j'ai la ref. C'est ça, t'as la ref. Bravo. C'est une tasse de thé avec les informations du thé dessus, qui m'a été offert par une amoureuse. Je tiens juste à dire que je n'ai jamais fait de marine. Voilà. Demander de Chibari alors avec les cordons de son sweat. Ça me paraît. Moi j'aimerais bien que Anne nous décrive son fond. Ah oui, on en a pas parlé. On va terminer là-dessus du coup. C'est le héros de The Legend of Zelda qui est dans un des lieux les plus emblématiques de la ville de New York.
Voilà. Voilà. Pourquoi tu Et l'as fait comme ça envoyez un Non. commentaire pour. Répondez à l'énigme. Say it. C'est Link in Park. Merci. Dans un parc. C'est magnifique. Au revoir. Que ce soit l'illustration. Oui, je pense qu'il y a Oui, rien c'est à ça, c'est un stupide podcast. La meuf, elle nous a fait un reportage radio tout à l'heure, mais léché, et elle termine avec un jeu de mots comme ça. Elle a juste disparu du cadre. Allez. C'est Linkin Park. Très bien, eh bien, bonne soirée. Bye. Bonne Bye. soirée. Des bisous. Ciao, bye bye. Longue vie et prospérité.